Benjamin Button se présente à première vue comme un conte fantastique. Son principe est d'une simplicité presque enfantine. Un homme naît avec l'apparence d'un vieillard, et au lieu de vieillir, il rajeunit au fil des années jusqu'à redevenir un nourrisson. Le point de départ pourrait donner naissance à une simple fantaisie ou un exercice de style. Pourtant, très rapidement, le film nous fait comprendre que cette inversion du temps n'est qu'un prétexte, une expérience de pensée destinée à nous faire regarder notre propre existence sous un angle nouveau. Car Benjamin Button n'est pas un film sur un homme extraordinaire, c'est un film sur des expériences extraordinaires humaines. Il parle de l'amour et de la séparation, du temps qui passe et de celui qui nous manque toujours, des êtres que nous rencontrons et de ceux que nous perdons. Il parle de la nostalgie, des regrets, des hasards qui changent une vie entière et de cette certitude que nous portons tous en nous, souvent sans vouloir la regarder en face. Tout ce que nous aimons est destiné à disparaître. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une image particulièrement symbolique. Dans une chambre d'hôpital de la Nouvelle-Orléans, alors que l'ouragan Katrina approche de la ville, Daisy est en train de mourir. À ses côtés, sa fille Caroline lui lit le journal intime de Benjamin. Avant même que le récit ne commence, il est déjà terminé. Tout ce que nous allons découvrir appartient au domaine du souvenir. Nous ne sommes pas devant une histoire qui se construit sous nos yeux, nous sommes face à une vie qui est déjà devenue mémoire. Cette entrée en matière est essentielle, car elle place immédiatement le film sous le signe du temps et de la disparition. Le temps n'est pas simplement le sujet de Benjamin Button, il est son véritable personnage principal. Invisible et pourtant omniprésent, il traverse chaque scène, transforme les êtres, éloigne ceux qui s'aiment, détruit les certitudes et nous rappelle sans cesse notre condition de mortel. Et c'est peut-être pour cette raison que le film nous touche autant. Nous avons tous un jour ou l'autre eu le sentiment de vivre à contre-temps. Nous avons tous eu l'impression d'arriver trop tard dans une relation, ou alors trop tôt dans un projet, de ne pas être au bon endroit au bon moment. Nous avons tous regardé le passé en imaginant ce qui aurait pu être différent et contemplé l'avenir avec une certaine inquiétude. Benjamin, lui, est condamné à vivre cette expérience de manière littérale. Il est un homme qui ne grandit jamais comme les autres, qui ne traverse jamais les âges au même rythme que ceux qu'il aime et qui découvre avec une intensité particulière, une vérité que nous essayons souvent d'oublier. La vie n'est jamais parfaitement synchronisée. Nous ne rencontrons pas toujours les bonnes personnes au bon moment. Nous ne devenons pas toujours ce que nous avions imaginé. Nous ne sommes jamais complètement prêts à aimer, à partir ou à dire adieu. C'est précisément dans cet écart entre nos désirs et le cours du temps que se loge toute la mélancolie du film. Pendant près de 3 heures, l'étrange histoire de Benjamin Button nous invite alors à une expérience singulière. Observer une vie qui se déroule à l'envers pour mieux comprendre la nôtre. Car derrière le destin extraordinaire de cet homme qui rajeunit se cache peut-être une leçon beaucoup plus simple et beaucoup plus universelle. Nous sommes tous des êtres de passage, et le véritable défi de l'existence n'est peut-être pas de lutter contre le temps, mais d'apprendre à habiter pleinement les instants qu'il nous accorde avant qu'ils ne disparaissent à leur tour. Sous les apparences d'un conte fantastique, David Fincher construit en réalité une immense méditation sur le temps, sur le vieillissement et sur cette étrange expérience qu'est le fait de traverser une existence en sachant qu'elle nous échappe continuellement. Le film débute déjà sous le signe de la mémoire et de la perte. Car le temps n'est pas seulement ce qui passe, il est aussi ce qui efface. Les lieux changent, les êtres vieillissent, les souvenirs s'altèrent, et les vies elles-mêmes finissent par se réduire à quelques histoires racontées à voix basse dans une chambre d'hôpital. Ce cadre mélancolique donne au récit une tonalité particulière. Nous savons d'emblée que cette histoire est celle d'une disparition. Puis vient la naissance de Benjamin. Nous sommes en 1918. La Première Guerre mondiale s'achève. Le monde célèbre la paix retrouvée et, dans une maison de la Nouvelle-Orléans, un enfant vient au monde.
Mais cette naissance est immédiatement marquée par le drame. Sa mère meurt en couche et le bébé présente une apparence qui défie toute logique. Sa peau est ridée, ses cheveux sont rares, son corps semble celui d'un homme de 80 ans. Son père, Thomas Button, bouleversé et horrifié, ne voit pas un enfant. Il voit une monstruosité, une anomalie de la nature. L'homme prend son fils dans ses bras, le regarde à peine et décide de s'en débarrasser. Il descend les escaliers précipitamment, traverse la ville en pleine nuit et abandonne le nourrisson sur le perron d'une maison de retraite. Cette séquence, pourtant très courte, dit déjà énormément de choses sur le regard que nous portons sur la différence. Benjamin est rejeté dès sa naissance parce qu'il ne correspond à aucune norme. Son apparence dérange parce qu'elle brouille toutes les catégories. Il est un bébé qui ressemble à un vieillard, un commencement qui porte déjà les signes de la fin. Son existence elle-même semble remettre en question l'ordre naturel des choses. Et c'est précisément ce qui fait de lui un personnage profondément universel. Car nous avons tous, un jour ou l'autre, fait l'expérience du décalage. Nous avons tous connu ce sentiment étrange d'être à côté du monde, de ne pas entrer dans les cases prévues, de nous sentir différents des autres. Benjamin pousse simplement cette expérience à son extrême. Il est, dès sa naissance, celui qui n'est pas au bon endroit au bon moment, celui qui ne possède pas le bon âge, celui qui semble toujours appartenir à une autre temporalité. Son abandon possède également une portée symbolique considérable. La plupart des récits commencent par une naissance porteuse de promesses. Celle de Benjamin débute par un rejet, avant même d'avoir prononcé un mot, avant même d'avoir vécu quoi que ce soit. Il est considéré comme un être de trop. Il est un enfant dont personne ne veut. Et pourtant, c'est précisément dans ce rejet que va naître la possibilité d'une autre forme de famille. L'enfant est recueilli par Queenie, la responsable de la maison de retraite. Cette femme, interprétée avec une immense douceur, le regarde et prononce une phrase magnifique. « Tu es un enfant de Dieu ». Là où le père voit une erreur, elle voit un être humain, un don de Dieu. Là où le monde voit une monstruosité, elle voit la vie. Le film pose ainsi une idée essentielle. Notre valeur ne réside pas dans notre conformité aux normes, mais dans le simple fait d'exister. La maison de retraite dans laquelle grandit Benjamin constitue alors l'une des plus belles trouvailles du scénario. Un enfant qui ressemble à un vieillard est élevé parmi de véritables vieillards. L'idée est à la fois étrange et profondément poétique. Elle permet surtout au film d'inverser complètement notre rapport habituel à la vie. En règle générale, l'enfance est le temps de l'insouciance. Les enfants vivent dans un monde qui semble infini. La mort demeure une notion abstraite, presque irréelle. Benjamin, lui, grandit dans un lieu où la fin de l'existence est omniprésente. Chaque jour, il côtoie des hommes et des femmes qui racontent leurs souvenirs, évoquent leurs regrets et attendent parfois leur dernier souffle. Certains disparaissent sans prévenir, d'autres voient leur santé décliner lentement. Pour Benjamin, la mort n'est jamais une idée lointaine, elle fait partie du décor de son enfance. Cette situation produit un paradoxe fascinant. Il est sans doute le seul enfant de cinéma qui apprend la fragilité de l'existence avant même d'avoir appris à vivre. Cette proximité permanente avec la finitude façonne profondément son regard sur le monde. Elle explique en partie pourquoi Benjamin semble toujours observer la vie avec une forme de sagesse précoce, comme s'il avait compris très tôt quelque chose que les autres mettent parfois une existence entière à découvrir. Le temps est précieux parce qu'il est limité. Depuis les penseurs antiques jusqu'à des philosophes comme Martin Heidegger, nombreux sont ceux qui ont affirmé que la conscience de notre mortalité donne sa valeur à notre existence. Si nous étions éternels, si nous disposions d'un temps infini, rien n'aurait véritablement d'importance. Chaque instant pourrait être repoussé à plus tard. Mais nous savons confusément que ce plus tard n'est jamais garanti. Benjamin grandit dans cette vérité. Il apprend très jeune que les êtres disparaissent, que les rencontres sont éphémères et que toute existence est traversée par une forme de précarité. C'est sans doute pour cette raison qu'il regardera toujours le monde avec autant de curiosité et de douceur.
car lorsque l'on sait que tout peut être perdu, chaque instant devient infiniment plus précieux. Ainsi, dès ses premières minutes, l'étrange histoire de Benjamin Button nous fait comprendre qu'il ne s'agira pas simplement de raconter la vie d'un homme qui vieillit à l'envers. Le véritable sujet du film est déjà là, sous nos yeux. Que devient une existence lorsque l'on est condamné à vivre à contretemps? Et que peut nous apprendre cet homme étrange sur notre propre manière d'habiter le temps qui nous est donné? L'une des idées les plus bouleversantes de l'étrange histoire de Benjamin Button réside dans le lieu même où se déroule son enfance. Au-delà de son aspect fantastique, l'étrange histoire de Benjamin Button est avant tout le récit d'une profonde solitude. Celle-ci ne vient pas seulement de l'abandon de son père ou de son apparence singulière. Elle naît d'un sentiment plus fondamental encore. Benjamin ne peut jamais être pleinement en accord avec le monde qui l'entoure. Il est toujours décalé, toujours légèrement en avance ou en retard, toujours à contretemps. Lorsque les autres enfants apprennent à marcher, lui se déplace difficilement avec une canne. Lorsqu'il joue et court dans les jardins, lui ressemble déjà à un vieil homme fatigué. Plus tard, alors que les pensionnaires de la maison de retraite déclinent physiquement, il gagne peu à peu en force et en vitalité. Il ne partage le même âge que personne. Cette idée, qui pourrait n'être qu'une curiosité de scénario, devient progressivement le véritable drame du personnage. Car l'âge n'est pas seulement une question biologique, il constitue aussi une manière d'appartenir à un groupe, de partager des expériences communes, de traverser les mêmes étapes de l'existence. L'enfance, l'adolescence, l'entrée dans la vie adulte, la maturité ou la vieillesse sont autant de territoires collectifs. Nous y rencontrons des individus qui traversent les mêmes interrogations que nous, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Benjamin, lui, est privé de cette communauté d'expériences. Il est seul dans sa temporalité. La mise en scène de David Fincher traduit souvent cette situation avec beaucoup de finesse. Dans plusieurs scènes, Benjamin est physiquement présent parmi les autres, mais semble émotionnellement à distance, comme s'il observait le monde sans pouvoir réellement y prendre part. Il ressemble à un voyageur égaré dans une époque qui n'est pas la sienne. Cette sensation atteint son apogée lorsqu'il rencontre Daisy. La première fois qu'ils se voient, Daisy est une petite fille curieuse, tandis que Benjamin possède déjà l'apparence d'un homme âgé. Pourtant, un lien immédiat se crée entre eux. Daisy ne le regarde pas avec peur ou avec dégoût. Elle l'accepte avec cette simplicité propre à l'enfance. La scène est d'une grande douceur. Les deux enfants, car ils sont bien deux enfants malgré leur apparence différente, se découvrent et s'apprivoisent. Déjà, le film nous montre que les liens les plus profonds naissent parfois dans les endroits les plus improbables. Mais cette rencontre contient également toute la tragédie à venir. Dès cet instant, le spectateur comprend que leur relation sera une lutte permanente contre le temps. Ils ne grandiront pas ensemble, ils ne vieilliront pas ensemble, ils ne traverseront jamais les mêmes étapes au même moment. L'un avancera tandis que l'autre reculera. Cette impossibilité d'être synchronisé devient une métaphore d'une extraordinaire puissance, car au fond, qui n'a jamais éprouvé cette impression dans sa propre existence? Nous passons une grande partie de notre existence à nous comparer au rythme des autres. Nous avons l'impression d'être en retard, ou parfois en avance, comme s'il existait un calendrier idéal de la vie humaine. Le film déconstruit totalement cette idée. Benjamin est la preuve vivante qu'il n'existe aucun parcours parfaitement ordonné. Chacun avance selon une temporalité qui lui est propre. Et vouloir à tout prix correspondre au rythme des autres est souvent une source de souffrance. La solitude de Benjamin vient précisément de cette impossibilité à appartenir à un temps collectif. Lorsqu'il est encore physiquement âgé, il possède l'enthousiasme d'un jeune homme. Plus tard, lorsqu'il devient l'égal physique de Daisy, il porte déjà en lui les souvenirs de l'expérience d'une longue existence. Enfin, lorsqu'il paraît de plus en plus jeune, il est intérieurement un homme qui a déjà beaucoup vécu. Il n'est jamais là où les autres l'attendent. Cette situation fait de lui un personnage profondément mélancolique. Il comprend très tôt qu'une partie de son existence sera faite de séparations inévitables. Il ne peut ni arrêter sa propre transformation,
ni demander aux autres de s'adapter à sa temporalité. Il doit simplement continuer d'avancer, ou plutôt continuer de reculer. Il y a d'ailleurs quelque chose de profondément universel dans cette solitude. À certains moments de notre vie, nous avons tous le sentiment d'être des étrangers au milieu des autres. Nous avons tous connu cette impression de ne pas vivre les choses au bon moment, de manquer certaines occasions ou d'arriver trop tard pour d'autres. Benjamin devient ainsi une figure presque existentielle. Il incarne la difficulté d'habiter le temps humain. Il nous rappelle que nous sommes tous, d'une certaine manière, des êtres décalés. Nous avançons dans l'existence avec nos propres rythmes, nos propres blessures, nos propres retards et nos propres accélérations. Et peut-être que la véritable souffrance ne vient pas de cette singularité elle-même, mais de notre désir incessant de ressembler aux autres. Le parcours de Benjamin nous invite alors à une réflexion plus apaisée. Et si le but de l'existence n'était pas de vivre au même rythme que tout le monde, mais simplement d'accepter la temporalité qui est la nôtre? Après tout, le héros du film est un homme qui ne partage le temps de personne. Et pourtant, il parvient malgré tout à aimer, à voyager, à se construire et à donner un sens à sa vie. Sa différence devient alors moins une malédiction qu'une autre manière de regarder le monde. Une manière plus fragile, plus consciente, peut-être aussi plus humaine. S'il est un lieu où le décalage temporel de Benjamin Button prend une dimension particulièrement vertigineuse, c'est bien celui de l'amour. Car le film de David Fincher ne se contente pas de raconter une existence singulière. Il interroge ce que signifie aimer lorsque deux êtres ne traversent jamais le temps au même rythme. L'histoire de Benjamin et Daisy n'est pas simplement une histoire d'amour contrarié. Elle est une histoire d'amour structurellement impossible à stabiliser, comme si le temps lui-même s'ingéniait à empêcher toute forme de coïncidence durable entre eux. Dès les premières rencontres, le film installe cette tension. Daisy est une enfant vive, curieuse, encore inscrite dans l'insouciance de l'enfance. Tandis que Benjamin, malgré son apparence de vieillard, porte déjà en lui une forme d'intériorité troublante, comme si l'expérience était logée dans un corps qui ne lui correspond pas. Entre eux, quelque chose circule immédiatement, mais cette circulation est déjà marquée par l'asymétrie. Le film ne cherche jamais à forcer cette relation dans une logique romantique classique. Il la construit au contraire sur une succession d'écarts, de rapprochements et de séparations, comme si chaque étape de leur vie commune devait immédiatement être contrebalancée par une force inverse. Lorsque Benjamin devient plus jeune et que Daisy grandit, un moment d'équilibre semble enfin possible. Leurs corps se rejoignent, leur âge se superpose, et pour la première fois, ils peuvent véritablement vivre une relation amoureuse dans une forme de simultanéité. Cette période constitue l'un des cœurs émotionnels du film, non pas parce qu'elle serait idyllique, mais précisément parce qu'elle est perçue comme temporaire. Fincher filme ce bonheur avec une conscience aiguë de sa fragilité. Les scènes de leur vie commune, notamment lorsqu'ils s'installent ensemble et tentent de construire une forme de quotidien, sont traversées par une mélancolie diffuse. Rien n'y est explicitement tragique, mais tout semble déjà en train de s'éloigner. C'est ici que le film touche à une vérité profondément humaine. Le bonheur n'est jamais vécu comme une simple présence, mais toujours comme une présence menacée. Même dans les moments d'intensité amoureuse, une conscience souterraine du temps continue d'agir, comme une inquiétude silencieuse qui empêche toute stabilisation définitive. L'amour entre Benjamin et Daisy devient alors une expérience paradoxale. Il est à la fois ce qui rapproche et ce qui révèle la séparation fondamentale entre les êtres. Car aimer dans le film ne consiste pas à fusionner avec l'autre, mais à mesurer à quel point cette fusion est impossible à maintenir dans la durée. La scène où Daisy tombe enceinte et où la question de l'avenir de leur enfant se pose marque un tournant décisif. Le temps cesse alors d'être uniquement un facteur abstrait pour devenir une contrainte concrète, presque matérielle. Benjamin comprend qu'il ne pourra pas accompagner sa fille dans une trajectoire stable, qu'il risque de devenir au fil des années un père qui régresse physiquement, un adulte qui retourne vers l'enfance. Ce renversement est d'une grande violence symbolique. Il inverse les rôles traditionnels de la parentalité, mais surtout,
Il révèle l'impossibilité pour Benjamin d'inscrire son amour dans une continuité stable. Aimer, pour lui, signifie déjà anticiper la perte, non pas parce que l'amour serait insuffisant, mais parce que le temps ne permet aucune fixation. C'est dans ce contexte que sa décision de partir prend tout son sens. Lorsqu'il choisit de quitter Daisy et leur enfant, Benjamin ne fuit pas l'amour. Il tente au contraire de le protéger de sa propre logique destructrice. Il comprend que sa présence, à mesure qu'il rajeunira, deviendra insoutenable, non pas sur le plan affectif, mais sur le plan existentiel. Cette décision, profondément douloureuse, introduit une réflexion essentielle sur la nature même de l'amour dans le film. Aimer peut parfois signifier rester, mais il peut aussi signifier se retirer pour éviter que la relation ne se transforme en son contraire. Le départ de Benjamin n'est donc pas une rupture émotionnelle, mais une tentative de préserver ce qui peut encore l'être dans un cadre devenu incompatible avec le temps. Pourtant, le film ne présente jamais cette séparation comme une solution apaisée. Elle laisse derrière elle une blessure ouverte, une continuité interrompue, une vie partagée qui ne peut plus se poursuivre dans les mêmes conditions. Daisy continue de vivre dans un temps linéaire, tandis que Benjamin s'enfonce progressivement dans un mouvement inverse, comme si leur trajectoire avait définitivement cessé de se rencontrer. Ce désalignement produit une forme de nostalgie structurelle, mais lorsqu'ils ne sont plus ensemble, ils continuent d'exister l'un pour l'autre, comme des souvenirs en mouvement, des présences absentes, qui hantent leur existence respective. Le film suggère ainsi que certaines histoires d'amour ne disparaissent jamais complètement. Elles se transforment en mémoire, en regrets, en possibilités non réalisées. En ce sens, l'étrange histoire de Benjamin Button dépasse largement le cadre du récit romantique. Il interroge donc la manière dont le temps modifie non seulement les relations, mais aussi les conditions mêmes de leurs possibilités. Il montre que l'amour n'est pas seulement une affaire de sentiments, mais aussi une question de synchronisation. Et peut-être est-ce là l'une des idées les plus bouleversantes du film. Nous ne tombons pas seulement amoureux de personnes, mais aussi de moments. Et lorsque ces moments disparaissent, l'amour lui-même change de nature, sans jamais pour autant s'éteindre complètement. À mesure que le film avance, l'étrange histoire de Benjamin Button s'éloigne progressivement de son principe fantastique initial pour rejoindre une réflexion plus large sur la contingence des vies humaines. Le récit cesse d'être uniquement celui d'un homme qui rajeunit. Il devient celui d'une existence traversée par le hasard, les bifurcations invisibles et les conséquences minuscules qui, mises bout à bout, décident du cours d'une vie entière. L'un des passages les plus révélateurs de cette dimension survient avec la narration de l'accident de Daisy. Le film adopte alors une structure presque fragmentée, où chaque détail du quotidien prend une importance démesurée. Une hésitation dans la rue, un objet oublié, un retard de quelques secondes, une rencontre fortuite. Autant de micro-événements qui s'enchaînent et produisent une conséquence irréversible. Cette construction narrative est importante car elle introduit une idée profondément déstabilisante. Nos vies ne sont pas uniquement déterminées par de grands choix décisifs, mais par une accumulation de circonstances apparemment insignifiantes. Ce que nous appelons souvent le destin n'est peut-être que la somme de ces infimes variations que nous ne contrôlons pas. Le film suggère ainsi que l'existence humaine est fondamentalement vulnérable à ce qui échappe à toute planification. Nous aimons croire que nous orientons nos trajectoires, que nos décisions structurent notre avenir, mais une grande partie de ce que nous devenons dépend de facteurs qui nous échappent totalement. L'étrange histoire de Benjamin Button rejoint une intuition philosophique ancienne, celle d'un monde où la nécessité cohabite constamment avec l'imprévisible. La vie de Benjamin lui-même en est l'illustration la plus radicale. Il n'a choisi ni son apparence, ni son rythme de vieillissement, ni la manière dont il traverse les âges. Il subit sa propre existence comme une expérience dont il ne maîtrise jamais les règles. Cette absence de maîtrise renforce paradoxalement la dimension existentielle du film. Benjamin n'est pas un héros au sens classique du terme. Il ne conquiert pas son destin, il le traverse. Il ne transforme pas le monde, il s'y adapte. Et c'est peut-être dans cette posture passive en apparence
que se trouve une forme de lucidité profonde sur la condition humaine. Car si l'on retire au récit toute illusion de contrôle absolu, il reste une question essentielle. Que faisons-nous de ce qui nous arrive? Le film répond à cette interrogation, non pas par des concepts abstraits, mais par des choix de vie. Benjamin voyage, travaille, rencontre des personnes, aime, perd, recommence. Il ne cherche jamais à figer son existence dans une forme définitive, comme si la seule réponse possible à l'instabilité du monde était le mouvement lui-même. Cette logique est particulièrement visible dans les différentes étapes de sa vie adulte. Le film insiste moins sur la réussite de ses actions que sur leur continuité. Il n'y a pas de trajectoire linéaire, pas de progression clairement orientée, mais une succession d'expériences qui s'ajoutent les unes aux autres sans jamais former un récit totalement cohérent. Cette fragmentation n'est pas présentée comme un échec, mais comme une condition même de l'existence. À l'opposé des récits classiques de formation, où un individu se construit progressivement vers une identité stable, Benjamin semble au contraire se définir par la transformation permanente. Son identité n'est jamais fixe, puisqu'elle est littéralement prise dans un mouvement inverse de celui des autres êtres humains. C'est ici que le film atteint une forme de paradoxe central. Plus Benjamin rajeunit physiquement, plus il accumule une expérience intérieure qui le rapproche de la vieillesse au sens existentiel du terme. Il porte en lui une mémoire dense, des souvenirs nombreux, une compréhension progressive des pertes et des séparations, tandis que son corps, lui, se simplifie, se défait, retourne vers l'enfance. Cette dissociation entre le corps et l'expérience intérieure donne au personnage une profondeur particulière. Il devient le lieu d'un décalage constant entre ce qu'il a vécu et ce qu'il est en train de devenir. Là où la plupart des êtres humains avancent vers une complexification du corps et une accumulation de marques physiques du temps, il suit un chemin inverse, sans que cela n'allège pour autant la charge de son vécu. Le film suggère ainsi que le temps n'est pas uniquement une réalité physique, il est aussi une expérience intérieure, une mémoire, une sédimentation d'émotions et de pertes qui ne disparaissent pas simplement parce que le corps change. Benjamin incarne donc une forme de mémoire vivante en déconstruction. Il conserve les traces de ce qu'il a été, mais il perd progressivement les moyens de les exprimer, comme si la conscience elle-même était soumise à un processus d'effacement progressif. Cette idée confère au film une tonalité profondément mélancolique, mais jamais désespérée. Car, même dans cette fragilité, il subsiste une forme de beauté discrète, celle des vies qui ne sont pas maîtrisées mais vécues malgré tout. Et c'est peut-être là que le film rejoint le plus directement notre propre expérience. À travers Benjamin, le film ne raconte pas une exception, mais une amplification de notre condition ordinaire. Il met en scène de manière extrême ce que signifie vivre dans un monde où tout peut basculer à partir de presque rien. La relation entre Benjamin et Daisy, déjà marquée par une instabilité fondamentale, atteint un point de rupture structurelle, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que les conditions mêmes de sa continuité deviennent impossibles à maintenir. Le corps de Benjamin commence à rajeunir de manière de plus en plus visible, tandis que Daisy poursuit une trajectoire linéaire, conforme au déroulement ordinaire d'une vie humaine. Ce désajustement, déjà présent depuis le début, devient désormais irréversible. Le film ne traite pas ce moment comme un événement spectaculaire, mais comme une lente prise de conscience. Benjamin comprend progressivement que rester auprès de Daisy et de leur fille ne signifie plus seulement aimer, mais risquer de transformer cet amour en une situation profondément déséquilibrée. La question n'est plus seulement affective, elle devient existentielle. Comment continuer à être père lorsque l'on commence soi-même à redevenir un enfant? Cette inversion des rôles est l'une des idées du film. Elle bouleverse les catégories habituelles de la famille, du temps et de la transmission. Un père qui rajeunit ne peut plus incarner la stabilité nécessaire à l'enfant, ni même la femme qui partage sa vie. Il devient peu à peu une présence déroutante, puis potentiellement insoutenable dans la durée. C'est dans ce contexte que se construit la décision de Benjamin de partir. Ce départ pourrait être interprété comme une fuite, mais le film le présente avec une nuance beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas d'une rupture impulsive ou d'un abandon affectif, il s'agit d'un geste réfléchi, douloureux, presque éthique,
dans lequel Benjamin choisit de se retirer pour ne pas imposer aux autres les conséquences de sa transformation. Il comprend que l'amour ne suffit pas toujours à compenser les déséquilibres du temps. Rester signifierait assister, impuissant, à une dégradation progressive des liens, à une confusion croissante des places, à une impossibilité de continuer à partager une vie commune sans tension structurelle. Partir devient alors une manière paradoxale de protéger ce qui a été vécu, comme si l'éloignement permettrait de préserver une forme de pureté du souvenir. Le film insiste sur la dimension silencieuse de cette dimension. Il n'y a pas de grande explication, pas de justification théorique. Il y a simplement une compréhension intime, presque douloureuse, que certaines histoires ne peuvent pas se poursuivre sans se déformer. La séparation entre Benjamin et Daisy n'est donc pas une rupture au sens classique, mais une conséquence du temps lui-même. Le film suggère une idée essentielle, ce n'est pas toujours l'amour qui échoue, mais parfois le temps qui rend l'amour inhabitable dans sa forme initiale. Après le départ, la narration prend une tonalité différente. Les trajectoires se séparent définitivement, mais elles ne cessent pas pour autant de se répondre à distance. Daisy continue sa vie dans un monde où le temps suit son cours, tandis que Benjamin entre progressivement dans une temporalité inversée qui l'éloigne encore davantage de toute possibilité de retour. Ce qui subsiste alors, c'est la mémoire. Une mémoire fragmentée, incomplète mais persistante. Le film insiste sur cette idée que certaines relations ne disparaissent jamais totalement, même lorsqu'elles ne peuvent plus se vivre dans le présent. Elles se transforment en une présence intérieure, en une trace affective qui accompagne les personnages dans leur solitude respective. Le départ de Benjamin n'abolit donc pas le lien, il le déplace. Il devient une absence structurante, une forme de présence qui continue d'habiter Daisy, et qui, d'une certaine manière, oriente encore sa manière de percevoir le monde. L'amour n'est plus vécu dans la coïncidence des corps et des âges, mais dans la persistance d'un souvenir partagé. Cette transformation est très mélancolique, mais elle n'est jamais réduite à une pure tristesse. Le film suggère que la valeur d'une relation ne dépend pas uniquement de sa durée ou de sa stabilité, mais aussi de son intensité, de ce qu'elle laisse derrière elle dans la mémoire de ceux qui l'ont vécue. En quittant Daisy, Benjamin ne met pas fin à leur relation. Il la transforme en autre chose, une histoire qui ne peut plus se vivre, mais qui continue à exister sous une autre forme, plus intérieure, plus diffuse, mais toujours active. À mesure que l'étrange histoire de Benjamin Button avance vers sa dernière partie, le principe fantastique qui fonde le récit cesse d'être un simple dispositif narratif, pour devenir une véritable expérience existentielle. Le rajeunissement de Benjamin n'est plus seulement une singularité biologique, il devient une manière radicale de poser la question de la mémoire, de l'identité, et de ce qui en nous survit ou disparaît lorsque le temps agit dans une direction inverse. Benjamin, en effet, ne rajeunit pas seulement dans son corps, il rajeunit dans sa capacité à se souvenir, à relier les événements, à maintenir une continuité intérieure. Le film suggère progressivement que la mémoire n'est pas indépendante du corps, mais qu'elle est profondément liée à lui, comme si l'expérience accumulée avait besoin d'un support stable pour se maintenir. Ainsi, plus Benjamin redevient jeune physiquement, plus quelque chose en lui se défait. Cette idée est d'une grande subtilité philosophique, car elle inverse notre intuition habituelle. Nous avons tendance à penser que le temps construit l'identité, qu'il enrichit l'individu, qu'il accumule en lui des couches successives d'expériences. Benjamin, désormais enfant puis nourrisson, n'a plus accès à ce qui faisait de lui un sujet conscient de sa propre histoire. Le film suggère avec une grande délicatesse que cette disparition de la mémoire entraîne une disparition de la continuité intérieure. Il reste un corps vivant, mais ce corps n'est plus traversé par le récit de ce qu'il a été. Ce qui frappe dans ces dernières scènes, c'est la manière dont le film déplace entièrement la question de l'identité. Tout au long du récit, Benjamin a été défini par son décalage temporel, par sa capacité à traverser les âges à contresens. Mais dans sa toute dernière phrase, ce décalage cesse d'être perceptible de l'intérieur. Il devient un phénomène extérieur, observable uniquement par ceux qui l'entourent. Pour Benjamin lui-même, il n'y a plus de temps structuré, plus de mémoire organisatrice, plus de projection vers l'avenir ou de retour vers le passé.
Il est dans une forme de présent pur, mais un présent vidé de toute épaisseur narrative. C'est ici que le film touche à une forme de question limite. Que reste-t-il d'un être lorsque toute capacité de se raconter disparaît? La présence de Daisy dans ces derniers moments donne à cette question une dimension profondément humaine. Elle est celle qui se souvient, celle qui relie les fragments, celle qui maintient encore une cohérence entre les différentes étapes de la vie de Benjamin. Elle devient en quelque sorte la mémoire vivante de deux existences entremêlées. Face à elle, Benjamin est devenu silencieux, dépendant, presque entièrement ramené à une forme d'existence élémentaire. Le film ne cherche jamais à rendre cette situation spectaculaire ou pathétique. Il la filme avec une retenue, comme si tout en phase serait ici déplacé. Ce choix est important car il permet de ne jamais réduire cette fin à une simple illustration de la dégradation. Il s'agit plutôt d'un retour à une forme de vulnérabilité originelle, celle que partage tout être humain à sa naissance. Mais ce retour n'est pas symétrique. Il n'est pas une renaissance, il est une traversée inverse qui ne retrouve jamais totalement le point de départ. Benjamin ne redevient pas l'enfant qu'il a été. Il devient autre chose, une présence fragilisée, dépourvue de langage, de récit, de continuité consciente. Dans cette perspective, la fin du film propose une méditation silencieuse sur ce que signifie vivre sans mémoire structurée. Car si la mémoire construit l'identité, son effacement progressif ne laisse pas simplement un vide, il transforme radicalement la manière d'être au monde. Daisy, en continuant à s'occuper de lui, incarne alors une forme de fidélité qui dépasse le simple amour romantique. Elle devient celle qui maintient le lien au-delà des conditions mêmes qui rendaient ce lien intelligible. Elle accompagne Benjamin, non plus comme un partenaire, mais comme une présence témoin, presque comme une gardienne du temps partagé. Ce basculement est fondamental. Il transforme leur relation en quelque chose qui n'appartient plus au registre de la passion ou du désir, mais à celui de la continuité silencieuse. L'amour, dans sa forme la plus ultime, devient ici une manière de rester auprès de ce qui se défait. Le film ne propose aucune résolution spectaculaire à cette trajectoire. Il ne cherche pas à expliquer ou à justifier la logique de ce retour vers l'enfance. Il accepte simplement de s'arrêter au point où le langage lui-même commence à perdre sa prise sur les événements. Benjamin s'éloigne du monde des récits, des souvenirs, des identités constituées. Il revient vers une forme d'existence minimale, presque pré-narrative, où il n'est plus possible de dire qui il est au sens habituel du terme. Et c'est précisément dans cette disparition du récit que le film trouve sa conclusion la plus profonde. Car l'étrange histoire de Benjamin Button ne raconte pas seulement une vie qui se défait dans le temps inversé, il raconte aussi ce que signifie pour tout être humain le fait d'être traversé par une histoire qu'il ne peut jamais totalement maîtriser et qui finit toujours par le ramener à une forme de silence. Daisy apparaît non seulement comme un amour traversé par le temps, mais comme une véritable figure de la mémoire elle-même, c'est-à-dire de cette faculté humaine qui tente de retenir ce que l'existence par nature laisse échapper. Car Daisy est celle qui se souvient. Elle est celle qui relie les fragments. Elle est celle qui, face à l'effacement progressif de Benjamin, maintient encore une continuité possible entre les différentes versions d'une même histoire. Le film lui confère ainsi un rôle qui dépasse largement celui du personnage secondaire dans une intrigue romantique. Elle devient une conscience rétrospective, une sorte de point d'ancrage à partir duquel tout ce qui a été vécu peut encore être pensé, raconté, transmis. Sans elle, la trajectoire de Benjamin ne serait qu'une série d'expériences dispersées sans cohérence narrative. Mais Daisy ne se contente pas de se souvenir passivement. Elle reconstruit, elle organise, elle interprète. Et c'est précisément dans ce geste que le film touche à une dimension profondément humaine. La mémoire n'est jamais une simple reproduction du passé. Elle est toujours une reconstitution active, fragile, partielle, traversée par le temps de celui qui se souvient. Ainsi, lorsque Daisy raconte ou relit la vie de Benjamin à travers le journal, elle ne se contente pas de restituer les faits, elle leur donne une forme, une direction, une intelligibilité. Elle transforme une existence vécue dans le désordre du temps en récit partageable. Cette transformation est essentielle car elle montre que le passé n'existe jamais en lui-même, il existe toujours à travers un regard présent qui le reformule.
Dans les derniers moments de sa vie, Daisy devient alors le lieu où se croisent plusieurs temporalités. Il y a le Benjamin qu'elle a aimé, celui qu'elle a perdu, celui qu'elle a accompagné dans son enfance inversée, mais aussi le Benjamin tel qu'il existe désormais uniquement dans sa mémoire. Ces différentes figures ne coïncident jamais parfaitement, et pourtant elles cohabitent dans un même espace intérieur. Le film suggère ici une idée particulièrement forte. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter de le multiplier en soi. Il n'existe pas une seule version de l'être aimé, mais une constellation de présences mémorielles, chacune associée à un moment, à une intensité, à un état du temps. Daisy porte en elle ces variations, sans pouvoir les unifier totalement. C'est cette fragmentation qui donne à la fin du film sa tonalité si particulière. Il ne s'agit pas d'une conclusion au sens classique, mais d'une superposition de souvenirs, de pertes et de présences absentes. Daisy devient alors une figure profondément tragique, mais aussi profondément humaine. Tragique parce qu'elle assiste à la dissolution progressive de celui qu'elle a aimé. Humaine parce qu'elle accepte de rester dans cette tension sans chercher à la résoudre. Daisy n'est pas seulement témoin de la vie de Benjamin, elle devient, dans les derniers instants, la dernière surface où cette vie peut encore se refléter. Et lorsque cette surface disparaît à son tour, c'est tout un monde de correspondances, de souvenirs et de résonances affectives qui s'éteint progressivement. Mais le film ne conclut pas sur une idée de perte totale. Il suggère plutôt que ce qui a été vécu continue d'exister sous une autre forme plus diffuse, plus intérieure, mais non moins réelle. Daisy, en tant que mémoire, incarne ainsi cette persistance fragile de l'existence humaine dans le temps des autres. Et c'est peut-être là l'un des gestes les plus subtils du film. Montrer que même lorsque les corps s'effacent et que les trajectoires se dissolvent, il subsiste toujours quelque chose qui continue à vivre dans la conscience de ceux qui restent.